يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous accueillir comme chaque semaine sur Al24 News pour les pros de l'écho où nous allons poursuivre la deuxième partie de notre débat consacré à la production nationale et aux exportations hors hydrocarbures. Car ce soir, nous allons parler financement de l'investissement productif sous ses formes multiples, car c'est une mission qui n'incombe pas uniquement aux banques. Il s'agit d'une étape cruciale dans le processus de relance économique et industrielle entamé par l'Algérie. Et il convient donc de revenir sur les principaux mécanismes qui seront appelés à jouer un rôle primordial pour mettre les opérateurs économiques, notamment les PME, sur un piédestal et permettre à l'économie nationale de gagner le pari de la diversification. Qu'il s'agisse de bourses, de fonds souverains, fonds de régulation des recettes ou encore de leasing ou de crowdfunding, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour en parler ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir 3 experts du financement des entreprises, à commencer par vous Yazid Ben Mohob, vous êtes directeur général de la Bourse d'Alger. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Et à partir de Quito, exceptionnellement où il se trouve justement en Équateur, nous aurons le grand plaisir de débattre avec Amir Lebdewi. Vous êtes justement, vous me l'aviez dit, expert, plutôt économiste à l'université Source de Londres et maître de conférence également à l'université de Cambridge. Merci d'avoir accepté notre invitation, Amir. Merci à vous. Enfin, depuis Alger, nous aurons également le grand plaisir de débattre avec vous, Monsieur Boubker Slami. Vous êtes expert économique et financier. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci pour votre invitation. Alors, avant de lancer le débat justement et vous plonger dans ce débat, retour sur les principaux mécanismes du financement des investissements en Algérie. Dans ce sujet signé Imad Merad. Tous les spécialistes s'accordent à le dire. Trouver une source de financement pour un projet économique, c'est lui donner de grandes chances de réussir. Adressez-vous à n'importe quel économiste, peu importe la doctrine ou l'école de pensée économique à laquelle il appartient, il vous le dira sans sourciller. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Imaginez alors l'importance du financement des investissements productifs lorsqu'il s'agit d'amorcer une relance économique par le biais de la production nationale. Il s'agit d'une étape primordiale en amont de la chaîne de valeur, car elle peut conditionner la réussite d'une stratégie de relance quelconque pour le bien du marché domestique et de l'exportation hors hydrocarbures. L'Algérie a mis en place un plan ambitieux de promotion de la production nationale par le biais de l'investissement productif, et après avoir jeté les bases juridiques et structurelles de ce que sera l'investissement national et étranger durant les 10 prochaines années, il convient désormais de définir les mécanismes de financement des opérateurs et des entreprises, notamment les PME. Banques, fonds souverains, capital investissement ou encore leasing, toutes les formules sont fin prêtes à accompagner les investisseurs en leur apportant le soutien financier dont ils ont besoin. Nous intervenons par une prise de participation minoritaire, temporaire et par des apports en nature dans le capital social des PME. Toutes les PME de droit algérien sont éligibles au financement de la société El Jazairi. Tous les secteurs de production de biens et services, à l'exception de l'agriculture, sont éligibles au financement de la société. Nous intervenons sur tout le territoire national. Les règles de prise de participation, un montant de participation ne dépassant pas 15% de son capital, le taux de participation 49% maximum du capital d'une même société. On est là pour
promouvoir ce nouveau mécanisme de financement, à l'instar des autres mécanismes classiques, comme le crédit bancaire, favoriser la production nationale et favoriser également les jeunes entrepreneurs à investir. Comme toutes les sociétés de capital investissement, les pouvoirs publics nous ont mandaté la gestion des fonds de wilaya, ce qu'on appelle les fonds de wilaya. Les fonds de wilaya ont été institués par la loi de finances complémentaire, notamment l'article de 2009, notamment l'article 100. Chaque fonds est doté de 1 milliard de dinars. L'autre grand levier sur lequel l'Algérie compte structurer une partie de sa stratégie économique sur le long-moyen terme est sans aucun doute celui du marché financier, à travers la bourse d'Alger qui s'adresse désormais à toutes les entreprises de toute taille, y compris les start-up, afin de les sensibiliser à l'intérêt de la capitalisation boursière comme source de financement, notamment lorsque celle-ci aborde la phase de développement. Allez, sans plus attendre, place au débat et on va commencer directement avec vous, Monsieur Benmouhoub. Avant d'aller plus loin dans le débat, parlez-nous un peu de la Bourse d'Alger, de ses principales missions au sein de l'économie algérienne. Alors, la Bourse d'Alger est une institution relativement jeune. Elle a été créée en 1997. Les textes d'application remontent à 1993. C'est une institution donc, de désintermédiation où les entreprises peuvent venir chercher des levées de fonds, des fonds pour financer leurs projets, et à travers bien sûr des participations de ce qu'on appelle les investisseurs, qui peuvent être d'autres sociétés qui ont par exemple des excédents de trésorerie ou carrément des citoyens qui pourraient placer leur argent donc, et les faire fructifier. La Bourse d'Alger compte actuellement 5 sociétés cotées. Oui. Donc il y a deux sociétés qui sont du secteur public, donc nous avons L'Horacie et Saïdal, oui. Et nous avons 3 entreprises du secteur privé. Donc dans l'ordre d'introduction, c'est Alliance, Biopharm, oui. Et puis nous avons une PME aussi sur le marché de la PME qui est AOM Invest. La Bourse d'Alger dispose actuellement de 2 marchés, donc elle ouvre les portes aux grandes entreprises, qu'on appelle le marché principal, oui. Pour toutes les SPA dont le capital est supérieur à 500 millions de dinars. Mais également en 2012, nous avons ouvert les portes de la bourse pour la petite et moyenne entreprise, sachant que les pouvoirs publics font énormément d'efforts pour créer un tissu de PME. Donc nous avons jugé utile de leur permettre en fait aussi de faire des levées de fonds. Et c'est à partir de 2012 que nous avons donc mis en place ce marché. Mais nous comptons jusqu'à présent qu'une seule PME donc, qui a été introduite fin 2018. Mais nous avons aussi sur l'aspect capital, donc ouverture du capital, nous avons aussi une autre partie, un autre marché, qui s'appelle donc le marché des obligations. Oui, nous avons le marché obligataire donc dédié aux obligations du Trésor, oui. Où l'État se finance donc pour couvrir son déficit. Mais nous avons aussi une partie où certaines entreprises, nous avons eu des cas, Sonelgaz, Sonatrach, etc., qui ont fait des emprunts obligataires auprès du grand public, auprès d'autres sociétés. Et c'est actuellement ce marché-là, donc obligations corporate, ne compte malheureusement pas encore d'autres entreprises. Très bien, merci Monsieur Yazid Benmouhoub pour cette entrée en matière. Hamid Lebdewi, dans le monde de l'économie, justement, le financement des investissements représente le nerf de la guerre. Il existe plusieurs mécanismes qui permettent de financer justement des projets créateurs de richesse et de valeur ajoutée. Quels sont selon vous les plus efficaces parmi eux? Merci Khaled. Comme vous le dites, le financement des investissements, c'est l'épine dorsale de tout type de développement économique et de diversification. Plusieurs outils existent, plusieurs institutions, comme par exemple des fonds souverains d'investissement ou des banques de développement nationales. En termes de fonds d'investissement, donc, il y a plusieurs types de fonds, dépendant du type d'investissement et qui ont donc des différents types d'actifs où ils investissent. Par exemple, les fonds de stabilisation, qui eux donc, ont un rôle plus pour assurer que le surplus fiscal puisse être réutilisé dans des années de déficit fiscal. Ce sont des fonds qui investissent plus dans des actifs liquides, comme par exemple des bons du Trésor américain. Il y a des fonds d'investissement pour les générations futures. C'est dans le cas quand les ressources pétrolières où sont issus les revenus
ne sont pas renouvelables, bien évidemment. Donc, c'est pour faire bénéficier ceux qui ne sont pas encore nés ou ceux ce sont des fonds qui investissent plutôt dans des actifs non liquides. Et il y a des fonds de développement. Et je pense que c'est là l'intérêt est beaucoup plus particulier pour des pays comme le nôtre, car ce sont des fonds qui veulent promouvoir donc le développement industriel, qui adressent certains problèmes de coordination dans le marché. Et ces fonds-là, ainsi que les banques nationales de développement, sont donc des fonds, par exemple, et des banques nationales de développement comme KfW en Allemagne ou BNDES au Brésil. Ce sont donc des institutions qui, à mon sens, sont beaucoup plus efficaces, car ce sont aussi des institutions qui vont générer beaucoup plus de revenus avec des effets de multiplication. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui ont des codes de crédit, puisqu'ils peuvent émettre des bons. Ce sont des institutions qui peuvent aussi co-investir avec d'autres fonds internationaux ou nationaux et qui peuvent aussi faire des emprunts, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc il me semble que dans un contexte de financement des investissements, ce sont surtout les fonds de développement et non pas de stabilisation ou d'investissement pour les générations futures et les banques de développement nationales qui sont particulièrement utiles pour aider le processus de développement industriel. Très bien, Monsieur Lebdewi. Boubacar Slami, après la crise Covid, beaucoup d'entreprises, justement, du secteur public ou privé, se sont retrouvées dans une situation financière un peu difficile, ou en étant justement dans cet aspect de refinancement de l'économie nationale, notamment chez les PME. Oui, bonjour, bonsoir. Donc, le problème de financement, je crois qu'il y a beaucoup de moyens de financement et de modes de financement. Ça, pour le public, il y a quand même plusieurs modes de financement. Et le problème, je pense qu'il ne se pose pas par rapport à la disponibilité de fonds nécessaires au financement de l'investissement. Je crois que le problème, c'est un problème un peu profond. C'est un problème de l'argent qui circule dans l'informel. C'est vrai. Qui est disponible au niveau des institutions, peut-être il n'est pas suffisant pour financer tous les investissements, mais je crois qu'il y a un problème. L'État a fait tous les moyens, a fait le paquet pour capter l'argent de l'informel, qui est l'équivalent à peu près de 90 milliards de dollars. C'est le chiffre Donc qu'on avance, le problème financier des entreprises, je crois qu'il y a certaines causes qui font que les entreprises ne recourent pas à ce mode de financement public. Nous savons qu'il y a un comportement qui commence à se changer avec les réformes, mais je crois que jusqu'à présent, il y a une certaine réticence. Justement, comment expliquer cette réticence qu'ont certaines entreprises pour aller sur le marché financier, qu'il s'agisse justement de banques, de crédits bancaires ou à la bourse d'Alger, comme on vient de l'expliquer, ou également chez certains fonds d'investissement créés par des banques publiques et qui commencent justement à activer au fur et à mesure? Je crois que le problème, c'est un problème de manque de confiance. La confiance dans le climat des affaires. La confiance dans, il y avait pas, actuellement, on est en plein chantier de réforme, mais avant, il n'y avait pas les garanties suffisantes, il n'y avait pas la transparence, il n'y avait pas aussi les mécanismes, il y avait la lenteur, je vous pose une question, et M. Mourobela, combien prend de temps une opération de vente, une vente d'actions, de parts sociales? Voilà, on doit passer par le notaire, ça prend peut-être un mois ou un peu plus. Donc, par contre, ailleurs, une opération de vente d'une action ou de part sociale, ça ne prend que quelques minutes ou une heure au maximum, parce que le facteur temps est un facteur... On va poser la question à M. Yazidi. Voilà, ça c'est présent. Donc je crois que le problème, c'est le problème de climat des affaires. Actuellement, on est en plein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plein chantier de réforme. Et la nouvelle loi sur l'investissement est venue justement pour corriger ces dysfonctionnements. Enfin, la loi sur l'investissement, la monnaie, le crédit, le marché public. Donc, et cette réticence, je crois que les gens préfèrent aller directement, même pour le financement des grandes entreprises. Il y a certaines situations où ils recourent au marché parallèle de financement.
Voilà. Donc, je crois que ce changement et cette réforme, ou ce chantier de réforme, va apporter quelque chose pour rétablir cette confiance. Cette confiance entre ceux qui exercent dans l'informel et ceux qui ont besoin de financement à travers ces modes connus, les modes de financement, à travers soit la bourse, la production en bourse, soit l'emprunt obligataire, soit les crédits bancaires. Donc cette réticence, il faut faire le maximum pour ça. D'un côté, je crois qu'il y a des mesures incitatives, mais aussi il y a des mesures coercitives. Jusque-là, on n'a pas utilisé les mesures coercitives. Le marché parallèle, ceux qui exercent dans le marché parallèle exercent au vu et au su de tout le monde. Donc je crois que cette réforme, cette nouvelle orientation des autorités va dans ce sens pour mettre un terme à cette situation, pour donner le courage, les garanties, le changer les mentalités et les pratiques, et en même temps, je ne sais pas est-ce que je peux parler des mesures incitatives, mais des mesures de respect de loi. Voilà. Très bien, merci Monsieur Selami. Je reviens vers vous, Amir Lebdewi. Jamais les besoins en financement de la relance économique ne se sont fait sentir comme après la crise Covid justement. Mais très peu de bailleurs de fonds malheureusement se trouvaient en situation de pouvoir répondre à ces besoins. Et c'est pour cela qu'il a fallu d'ailleurs faire appel au quantitative easing dans énormément de pays. Peut-on aujourd'hui considérer justement que la planche à billets, plutôt la planche à billets comme une forme ultime de financer la relance économique au vu de ses effets connus sur l'inflation et sur la hausse de la masse monétaire? Vous avez entièrement raison, Khairuddin. C'est aussi là le paradoxe des crises comme celle de la crise du Covid-19, où c'est là où on a besoin de plus de fonds et de financement pour la relance, mais c'est là où c'est difficile d'obtenir des fonds depuis les bailleurs de fonds à l'échelle internationale. Et c'est aussi là où le système monétaire international a été particulièrement décevant et peu adapté à la situation. On l'a bien vu par exemple avec les SDR, les droits de tirage spéciaux du FMI, où au final, ce sont les pays les plus riches qui avaient accès à le plus de fonds pour lancer la relance, et les pays en voie de développement n'avaient pas justement accès à ces fonds, alors qu'ils étaient beaucoup plus vulnérables à l'impact de la crise, de cette crise économique mondiale. Et donc c'est là où les fonds de stabilisation fiscale, comme le fonds de régulation de recettes qu'on avait, sont particulièrement utiles. Le fameux FRR, Le fameux FRR. Sauf qu'il a été, comme vous le savez bien, vidé avant même que la crise du Covid s'abatte sur nous. Et là, donc, l'option de quantitative easing que vous avez mentionnée, c'est vrai que c'est une option assez controversée, qui a beaucoup d'implications, comme l'inflation, mais aussi la dévaluation de la monnaie nationale. Donc, c'est une option à prendre avec beaucoup de précautions. Et juste en parenthèse, la dévaluation de la monnaie nationale n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut l'expliquer, Exactement. Donc, la dévaluation de la monnaie nationale permet de rendre nos exportations moins chères aux clients externes, donc plus compétitifs. Exactement. Donc, ça peut être utile quand on a quelque chose à exporter. Le problème, c'est... D'où l'intérêt de financer justement la relance de la production nationale. Exactement. Donc, ce sont des options qui sont assez risquées, et surtout que, bon, il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre d'avancer. Et là, c'est quelque chose qu'il faut encore ajouter, c'est que c'est vraiment dommage, parce que s'il y avait un système monétaire international plus adapté, ça permettrait aux pays de moins se focaliser sur les fonds de stabilisation et justement réorienter ces fonds sur l'investissement productif. Mais il y a quelques raisons de garder espoir, car il y a un mouvement en ce moment qui est en train de se lancer, mené par notamment la première ministre des Barbades, Mia Mottley, qui veut réformer ce système monétaire international et qui a plusieurs alliés autour du monde, afin qu'ils soient plus justes vers les pays en voie de développement et qu'ils puissent se focaliser justement sur leur propre relance économique. Très bien, Abid Lebdewi, Yazid Benmouhoub, même question. Le réseau de financement des investissements dans le monde s'est retrouvé dans une situation plutôt chaotique après la crise Covid. La bourse, elle en est où exactement? Les marchés financiers actuellement, après 2 ans justement de cette crise Covid. Je parle de la bourse en général. Alors, il faut dire que les bourses, les places boursières ont été très fortement impactées par la crise. On a vu que l'économie mondiale était à l'arrêt.
automatiquement, donc ça fait un boule de neige et puis Exactement, ça a créé des déficits de plus en plus importants. Mais là, nous assistons à une relance timide, mais qui est qui est encourageante, bien sûr. On est bien obligé de se relever malgré toutes les contraintes. Ceci dit, pour l'Algérie, si on peut parler de problématiques de financement, c'est que c'est lié d'abord, il faut situer les choses, je pense, dans le contexte. Nous avons une économie de rente, certes, mais qui a toujours été financée par un modèle de financement basé sur l'endettement. Donc c'était soit le trésor public, soit c'est le secteur bancaire public aussi. Et donc cela a créé en fait des mécanismes et des habitudes de financement. Un chef d'entreprise aujourd'hui, lorsqu'il a des projets à financer, soit il fait de l'autofinancement, soit il se dirige vers son banquier. Donc l'idée d'aller vers la bourse n'est pas encore présente. Donc là, on peut parler peut-être d'un facteur culturel qui fait que l'entreprise algérienne ou le chef d'entreprise n'a pas cette culture de s'orienter vers la bourse pour se financer. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu certaines dispositions parfois qui ont créé un effet d'éviction du marché. Si on parle des crédits de financement, des crédits d'investissement bonifiés. Donc vous savez que durant la période 2000 jusqu'au premier semestre 2014, où l'Algérie a eu une rente exceptionnelle avec des rentrées d'argent importantes, il y avait une surliquidité, il y avait des projets qu'il fallait donc financer. Donc l'État a mis en place des taux sur des crédits d'investissement qui étaient bonifiés. Il est clair que dans ce contexte-là, le chef d'entreprise va aller voir son banquier, il ne viendra jamais en bourse. Donc de ce côté-là, on n'était pas compétitif. Mais là, nous assistons quand même, depuis la chute des prix du pétrole, la liquidité bancaire a été fortement impactée, elle a baissé de plus de 70%. Donc cela nous pousse en fait à chercher un autre modèle de financement. L'autre modèle de financement doit faire appel à tous les acteurs de financement. Hormis les banques qui aujourd'hui continuent de financer, et la pression y est sur les banques publiques notamment, parce que la croissance, comme on l'a dit, elle a toujours été financée par ce secteur, à plus de 85 voire 90% des besoins d'économie viennent du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, pour en fait diversifier, il faut mettre un peu plus de temps, mais il est clair que l'orientation des pouvoirs publics, d'abord, de réactiver la bourse, de réactiver les véhicules vers la bourse, et là je parle par exemple des fonds d'investissement. On a vu que par exemple il y a deux banques, la BNA et la BEA, qui ont créé un fonds d'investissement. Nous avons les FNI, nous avons également aussi des fonds d'investissement de wilaya, la création des nouvelles wilayas, puisqu'on est passé maintenant à 58 wilayas. Il y a eu la création de nouveaux fonds d'investissement de wilaya, pour la plupart d'un milliard de dinars pour chacun. Donc ceux-là en fait sont orientés vers des entreprises de financement de PME. Parce qu'il faut parler aussi, lorsqu'on parle de croissance ou de développement économique national, il faut aussi parler du développement au niveau local. Et toute croissance doit venir de cela. L'Algérie étant un pays très grand, diversifié, par conséquent, les spécificités d'une région à une autre sont différentes. Par conséquent, donc un besoin de décentralisation. Décentralisation et des besoins de financement qui sont différents. Les besoins d'un agriculteur sont différents de ceux d'un industriel, d'une entreprise de service. C'est pas faux. Par conséquent, l'État aussi a cette orientation vers l'économie de la connaissance, puisque maintenant il y a un écosystème, qu'on le veuille ou non, qui est en train de se mettre en place, et c'est tant mieux, qui est basé sur c'est-à-dire les startups. Donc c'est l'innovation, l'innovation technologique qui est mise en avant, et c'est ce qui va permettre en fait ça sera la véritable, on va dire, les véritables fers de lance de l'économie de demain pour l'Algérie. Donc, par conséquent, il faut un accompagnement. Ce type d'entreprise, par exemple, si les grandes entreprises, on l'a dit, sont bancables, donc elles n'ont aucun souci à obtenir des crédits, ce n'est pas le cas des PME, par exemple, qui n'ont pas les garanties suffisantes. On va justement revenir sur les différents mécanismes de financement donc, des PME. C'est de là, je pense qu'aujourd'hui, le rôle des fonds d'investissement, aider les entreprises d'abord à grandir, et puis à les structurer. Il ne faut pas oublier aussi, il y a une question centrale qui est celle de la gouvernance des entreprises. Lorsqu'on prépare des entreprises, lorsqu'un fonds d'investissement s'introduit, il ramène de l'argent, certes, mais il ramène aussi un modèle de gestion. Exactement. Il structure l'entreprise, il met en place les mécanismes de gouvernance qui vont permettre... Ça peut aller jusqu'à de la synergie. Absolument. Et ce type de véhicules, on les appelle les véhicules pour nous, qui vont nous ramener peut-être demain ces entreprises vers la bourse. Donc les mieux structurées pour aller en bourse.
Et aujourd'hui aussi, l'État fait des efforts colossaux pour encourager les entreprises à exporter. Et on sait très bien qu'une entreprise, par exemple, cotée en bourse, a plus de chances de pénétrer des marchés à l'international. Très bien, on reste avec vous, Yazid Ben Mohoub. L'Algérie, justement, vous venez de le dire, a fait le pari de diversifier son économie selon un schéma plutôt simple, booster la production nationale à travers la relance de l'investissement tous azimuts, afin d'alimenter le marché domestique en biens et services, mais également les excédents, dégager des excédents à l'export, et c'est le plus important. Mais à un moment donné, par exemple, dans la chaîne de valeur, il faudra injecter du cash flow. Comment faire et par quel bout prendre ce problème si les PME, par exemple, ou les entreprises ne décident pas d'aller vers ces mécanismes dont on vient de parler? Alors, c'est une excellente question. Il faut d'abord, bon, ça c'est une véritable question à laquelle il faudra répondre. Mais il faut comprendre aussi que nous avons d'un côté les efforts, comme je l'ai dit, de diversification qui sont mis en place par les pouvoirs publics. Nous avons la diversification en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique, qui, elle, normalement, devrait permettre d'attirer... c'est le nouveau créneau. Oui. Voilà, c'est d'attirer de l'argent qui était peut-être en dehors du circuit formel, peut-être de l'argent qui est thésaurisé, qui est inactif. Donc, on a vu que la loi le règlement 2002 de la Banque d'Algérie permet aux banques donc, de se financer, plutôt d'ouvrir ce qu'on appelle des Islamic Windows ou des fenêtres islamiques. Le décret de 2021 qui permet désormais aux assureurs aussi d'offrir des produits qui sont sharia, compatibles. Et puis, par conséquent, l'existence donc d'une banque islamique et d'une assurance islamique nécessite inévitablement la mise en place d'un marché financier qui, lui, délivre aussi des produits qui sont sharia compatibles. Et c'est là où le ministre des Finances, monsieur le ministre des Finances, la semaine passée, avait parlé donc, de 2023. Il y aura donc la possibilité de se financer à travers ou d'investir à travers ce qu'on appelle des sukuk au niveau du marché. Donc là, on parle de mise en place d'une véritable industrie de finance islamique. Ceci d'une part. Donc aux côtés de la finance classique, nous avons la finance islamique, mais également la finance de marché qui est en train de se mettre en place. Et c'est là où j'ai dit que les fonds d'investissement ont un rôle à jouer. Donc l'opérateur, qu'il soit grande entreprise ou PME, doit pouvoir trouver l'ensemble des produits de financement capables de lui fournir en fait les solutions. C'est là aujourd'hui la question. C'est qu'une entreprise qui dépose par exemple une demande de crédit auprès du banquier, si le banquier n'arrive pas à satisfaire sa demande pour une raison par exemple de garantie ou autre, il faut comprendre aussi que le banquier travaille avec l'argent des autres, donc il doit se prémunir, c'est tout à fait normal. Il faudra donc lui trouver d'autres solutions de financement. Donc ça pourrait être des fonds d'investissement, ça pourrait être aussi la bourse. Il y a aussi le leasing dont on va revenir. Oui, le leasing pourrait financer effectivement les équipements et autres, mais en revenant aux facteurs culturels, les fonds d'investissement comme la bourse, en fait, c'est un financement à travers le haut du bilan, donc c'est le capital. On demande aux entreprises d'ouvrir leur capital. Si le problème ne se pose pas pour les entreprises publiques, il se pose véritablement pour les entreprises privées qui sont qui sont des entreprises familiales. Et on sait très bien que les entreprises familiales sont véritablement réticentes, ce n'est pas propre à l'Algérie, à l'ouverture de leur capital à un actionnaire étranger à la famille. D'ailleurs, les formes sociales de ces entreprises sont justement souvent choisies en fonction de cet aspect. Mais là, nous insistons pour dire que la pérennité de ces entreprises-là reste une problématique qu'il va falloir trancher un jour ou l'autre. Et là, je reçois par exemple beaucoup de chefs d'entreprise du privé qui aujourd'hui se demandent quelles sont les possibilités qu'offrent par exemple des financements à travers la bourse. Parce qu'une introduction en bourse, en plus d'avoir des levées de fonds, permet en fait à l'entreprise de rester et de durer dans le temps, malgré tous les problèmes éventuellement qui pourraient surgir lorsque le fondateur disparaît ou se retire pour une raison ou pour une autre. Donc permet à l'entreprise de rester et de demeurer encore longtemps, donc de créer de la richesse, de créer de l'emploi, et c'est ce que nous recherchons actuellement. Très bien, monsieur Ben Mohoub. Emile Lebdewi, je reviens vers vous. Alors, on va parler un peu des fonds souverains qui ont été créés, par exemple, par les pays du Golfe. Leur mission a été, vous l'avez évoqué, de stabiliser leurs économies des très fortes fluctuations, justement, du prix du baril de pétrole. Ils sont récemment très actifs sur la scène financière mondiale. On le voit au Qatar, aux Émirats arabes unis, mais également en Arabie saoudite
Est-ce que ces fonds, justement, ont réussi à stimuler en quelque sorte la diversification hors hydrocarbures et quels sont les fonds, justement, dont l'expérience est la plus utile pour le cas de l'Algérie et comment faire, justement, pour que l'Algérie puisse transformer l'épargne en opportunité de financement, d'investissement productif? Merci, Khairuddin. Tout d'abord, il faut rappeler que, étant donné la conjoncture actuelle, ce thème de fonds souverains est particulièrement pertinent. Donc, rediscuter comment réutiliser cette récente flambée des prix du gaz et l'utiliser peut-être mieux que la façon dont ont été utilisés les hauts revenus issus des hydrocarbures dans les années 2000 en Algérie. C'est vrai que quand on pense fonds souverains, on pense souvent aux pays du Golfe qui ont des fonds souverains avec parmi les plus grandes capitalisations au monde. Ces fonds sont très larges, mais il faut rappeler que c'est peut-être pas des fonds dont l'expérience est la plus utile pour notre pays. Par exemple, des fonds comme au Koweït, au Qatar, aux Émirats. Ce sont des fonds dont la capitalisation représente à peu près $100 000 par habitant. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. En comparaison, en Algérie, quand le fonds de régulation de recettes était à son summum, c'était à peu près $2 000 par habitant. Ce qui veut dire que dans ces fonds-là, ils peuvent investir dans des actifs avec peu de risques, des actifs de stabilisation où le retour en général est 3-4%, et avec ces 3-4%, financer du développement local. Alors que dans des pays comme l'Algérie, il y a un haut coût d'opportunité. C'est-à-dire le retour sur investissement va être trop faible par habitant pour ensuite être utilisé pour des développement productif. Donc il faut trouver une autre option. Et là, les expériences qui peuvent être particulièrement utiles en termes de fonds souverains qui aident à la diversification économique, c'est peut-être des cas comme la Malaisie, où il y avait, même Petronas, la compagnie pétrolière nationale, eux ont réinvesti beaucoup de leurs revenus dans la chaîne de valeur industrielle, aussi en dehors du secteur des hydrocarbures, mais aussi quelque chose d'intéressant, c'est leur rôle a aussi été un rôle de fonds de stabilisation, parce que un rôle hybride. Un rôle hybride. Ils ne transmettaient pas tous leurs fonds au budget central du gouvernement. Donc, en cas de flambée des prix, ils gardaient certains de ces fonds. Et en cas de descente des prix, ils déboursaient plus vers le gouvernement. Et il y a des institutions en Malaisie comme le fonds souverain Khazanah, qui était un fonds souverain qui est devenu un fonds de développement. Et eux ont utilisé beaucoup de leurs ressources pour investir dans le développement local, dans des entreprises locales, donc prenant des parts, aussi dans des compagnies étrangères, mais toujours à but stratégique. Donc, ils ont acheté des compagnies où ils pouvaient ensuite stimuler le transfert technologique avec des entreprises en Malaisie pour contribuer à la diversification de l'économie. Et en dehors des fonds, il y a aussi donc les banques nationales de développement qui sont particulièrement importantes. Et là, on a des cas comme le Brésil, comme le Chili, où des institutions comme BNDES ou Corfo ont réellement financé les entreprises nationales pour se diversifier, des entreprises publiques, mais pas que. Ce sont aussi des entreprises privées auxquelles ils ont donné des crédits subventionnés pour des prises de part. On peut aussi appeler des crédits d'impôt. Des crédits d'impôt, exactement. Et donc les banques, et on pense pas souvent aux banques de développement, aux banques nationales de développement quand on pense aux revenus financiers, on pense justement aux fonds, mais ce sont des institutions qui peuvent réellement aider. Donc par rapport à la flambée des prix actuels, peut-être qu'il serait intéressant de réfléchir à comment justement capitaliser nos banques de développement nationales plutôt qu'un fonds. Et le dernier point ici, c'est que une bonne institution, bien gérée, concentrant le talent humain et les capacités organisationnelles, vaut beaucoup mieux que plusieurs institutions, plusieurs fonds, plusieurs banques nationales de développement où les capacités de gestion sont diluées. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers plusieurs pays. À davantage de synergie donc, dans ce type de mécanisme financier. Exactement, davantage de synergie et surtout avoir une institution qui a ce rôle, une institution solide, plutôt que plusieurs qui sont plus petites où du coup les économies d'échelle se perdent aussi. Oui.
Amine Lebdewi, encore une fois, vous venez de publier un article sur l'Institut, qui a été publié justement sur l'Institut des Nations Unies pour la recherche en économie de développement, intitulé, alors je cite, « Est-ce que les fonds souverains contribuent au développement ?» C'est une question que vous posez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quel est le rôle d'un fonds souverain et pourquoi appelez-vous justement ces institutions financières à financer davantage l'investissement productif et qu'est-ce que cela pourrait justement apporterait plutôt à la fois aux pays concernés et à l'écosystème des PME en Algérie ou ailleurs? Merci Khaleddine. Effectivement, avec mon co-auteur Tony Addison, on s'est posé la question de savoir est-ce que les fonds souverains servent réellement le développement économique, en regardant particulièrement le contexte africain, mais aussi en se posant des questions sur quelles sont les alternatives. Les fonds souverains, il y en a beaucoup qui ont été créés dans les années 2000 avec le boom des prix de produits de base. Oui. C'est devenu un symbole de succès national, mais à quoi est-ce qu'ils servent et qu'est-ce qu'on peut dire de leur bilan en 20 ans. Et ce qu'on trouve, c'est que dans les dernières 15 années, la capitalisation des fonds souverains à l'échelle africaine a complètement chuté de 2/3. Et on le voit aussi dans notre pays où le fonds de régulation de recettes s'est vidé assez rapidement. Oui. Et ça en revient encore au thème de donner, c'est un terme d'un philosophe andalou, donner un homme un poisson ou apprenez-lui à pêcher. Donc quand on a ce genre d'épargne qui n'est pas vraiment utilisé à créer de l'emploi, on se retrouve toujours dans une situation où on promouvoit la stabilisation fiscale à court terme, mais sur le long terme, les conditions structurelles qui mènent à cette dépendance des hydrocarbures n'est pas adressée. Alors qu'on voit dans des pays comme la Malaisie encore, où eux, depuis les années 70 jusqu'au 2000, ils avaient un déficit fiscal même plus haut que des pays comme le Venezuela. Oui. Sauf que ces investissements-là, qui ont été faits dans des actifs qui ont augmenté la productivité industrielle. Et après quelques décennies, ils ont diversifié leur économie et donc, par conséquent, atteint une stabilité macroéconomique beaucoup plus soutenue qu'un pays qui a juste un fonds de stabilisation fiscale qui peut en faire des retraits, mais qui n'a pas encore diversifié son économie. Et surtout dans des grands défis comme le changement climatique, l'agenda de décarbonisation mondiale, ce sont des grands défis pour des pays exportateurs de pétrole. Oui. Donc c'est pour ça que le rôle du fonds souverain doit aussi changer, de passer un fonds juste de stabilisation fiscale à court terme, mais de développement productif à long terme. Et ça requiert un changement de vision, un changement de politique publique et des fois penser en dehors du contexte du fonds, mais donc aussi la Banque de développement nationale. Donc dans le contexte algérien, c'est-à-dire que c'est pas juste le fonds de régulation des recettes, c'est utile, mais ça suffit pas parce que ça a un haut coût d'opportunité. Mais penser au fonds, au FNI, au Fonds national d'investissement, et comment il peut vraiment aider à la diversification économique avec plusieurs outils financiers. Donc si j'essaie de synthétiser ou de reformuler ce que vous venez de dire, donc il faudrait en quelque sorte abandonner cette logique très rigide technique des fonds souverains et plutôt s'adapter vers une réalité macroéconomique de l'économie. Exactement. Et d'ailleurs, un point que j'ai pas mentionné parce que dans le cas algérien, c'est pas tel le cas, mais il y a plusieurs pays africains où le conseil qui est donné par les institutions internationales, c'est souvent de créer ces fonds de stabilisation fiscale et d'investir dans des actifs financiers à l'échelle internationale à peu de risque. Mais les retours sur investissement, c'est à peu près, comme j'ai dit, 3 à 4%. Alors que dans ces pays-là, même, ils ont des très hauts coûts des très hauts taux d'intérêt sur leur dette publique, où les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts que 3-4%. On arrive même dans du 10-15%. Donc ce sont des pays qui, au lieu d'investir dans un fonds, il leur vaudrait mieux de payer leur dette ou alors de réduire leur dette. Ça leur coûte moins que d'investir justement dans un fonds de régulation, dans un fonds de stabilisation fiscale. Donc c'est une logique où chaque pays a son contexte, a ses défis, et il faut que le fonds soit adapté donc au contexte et aux objectifs d'un pays et d'un gouvernement.
Très bien, merci Amir Lebdewi. Yazid Ben Mouhoub, justement, l'Algérie mise beaucoup sur la bourse d'Alger, justement dans ce cadre de diversification du financement de l'investissement. Quelle est la stratégie justement que vous adoptez chez vous à la bourse d'Alger pour les années à venir, dans le but en quelque sorte d'attirer des PME vers les marchés financiers, de leur inculquer cette culture justement qui leur manque jusqu'à présent, et comment développer tout cela justement? Alors, en parlant de la bourse, c'est en fait, on parle beaucoup plus d'un écosystème boursier parce que la bourse ne travaille pas seule. Ouais. Elle travaille avec ce qu'on appelle des intermédiaires en opération de bourse, qui sont actuellement donc les banques. Un intermédiaire en opération de bourse obtient un visa de la part de la COSOP, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils ont le rôle en fait, ce sont le vis-à-vis de l'investisseur, ce sont les vis-à-vis aussi des entreprises. Mais en termes de stratégie aujourd'hui, il s'agit d'abord d'approcher les chefs d'entreprise, de leur expliquer ce qu'est la bourse, quels sont les avantages que cela pourrait. Donc il y a de la pédagogie à faire. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, donc nous faisons régulièrement donc, des sorties sur le terrain, nous recevons beaucoup de chefs d'entreprise et nous ne distinguons pas entre les entreprises publiques ou ouais, les entreprises privées. Mais il est clair aussi que cette campagne, on va dire, de sensibilisation doit pouvoir être accompagné par des cas concrets. Parce qu'aujourd'hui, même si on parle des avantages de la bourse, il faut aussi qu'il y ait des introductions régulièrement. Il faudrait, si on a une introduction toutes les 3 ans ou tous les 5 ans, vous savez que le marché oublie. Alors, il va falloir refaire à chaque fois le travail. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dégager peut-être, de voir quelles sont les entreprises qui sont aujourd'hui capables d'être cotées en bourse. Nous avons beaucoup de sociétés privées que nous connaissons, qui sont de grande taille, qui aujourd'hui peuvent aller sur des marchés à l'international, et bien ces entreprises-là, logiquement, elles devraient être cotées en bourse. Parce que pour elles, ça serait aussi une carte de visite qu'ils pourraient présenter à leurs partenaires à l'international. Mais d'un autre côté aussi, il y a tous ces changements qui sont en train d'être réalisés, notamment cette réforme du système financier, accompagnée par un code des investissements qui aujourd'hui fait la paire balle aussi aux investisseurs étrangers. Donc un investisseur étranger, lorsqu'il vient par exemple d'Europe ou même d'Afrique ou autre, parfois ce sont des entreprises qui évoluent dans des écosystèmes où la bourse est très active, donc ils voudraient aussi trouver le même schéma. Et sur ce volet-là, nous avons signé beaucoup de conventions avec des bourses étrangères, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ou dans la région MENA. Et c'est aussi une façon de montrer que la bourse d'Alger n'est pas totalement différente des autres bourses. Donc nous fonctionnons de la même manière que les autres bourses dans le monde. Seulement, nous avons aussi un besoin ou une obligation de migrer vers des transactions électroniques en utilisation d'un système de cotation digitalisé. Ça devient une nécessité parce qu'aujourd'hui, transiger en bourse, dans les cas actuels, vous êtes obligé de vous déplacer dans une agence bancaire, etc. L'idée, donc, c'est d'avoir un système de cotation totalement en ligne où l'investisseur pourrait acheter et vendre directement ses actions ou ses obligations. Mais il faut savoir que tout ce dispositif-là a été aussi accompagné par des exonérations fiscales de la part des pouvoirs publics. Et on voit également qu'en termes de rendement, par exemple, les rendements au niveau de la bourse sont bien plus supérieurs que ceux qui sont offerts par la place bancaire algéroise, enfin algérienne. Par exemple, les rendements au niveau du marché des actions varient entre 6 et 11% de rendement net d'impôt. Oui. Donc ce n'est pas rien et ça peut être aussi un clin d'œil aux détenteurs de capitaux pour venir en bourse. Très bien. Et ce sera le mot de la fin, malheureusement. Le débat fut passionnant. Merci à nos experts pour leurs éclairages. Yazid Ben Mouhoub et Boubker Sellabi depuis Alger, Amir Lebdewi depuis Quito en Équateur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir été fidèles comme à chaque fois. Les pros de l'écho, c'est la semaine prochaine que ça revient. D'ici là, excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.